rides only. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission préférée, Station Service, épisode 5. Et oui déjà, bon vous le savez, c'est une émission où vous pouvez venir faire le plein d'infos moto. Et cette fois-ci, je peux vous dire que vous n'allez pas être déçus. J'espère en tout cas que vous êtes en forme. Nous on l'est et on est super contents de vous retrouver. Avec les beaux jours, les essais s'enchaînent. Les journalistes sont partout. D'ailleurs les gars, vous étiez où récemment, Christophe ? Récemment, j'étais à Manicourt, je suis allé tester un pneu Pirelli dont on va vous reparler bien sûr très vite sur Moto Station, et puis une ZH2 SE, des chevaux par paquet, qu'on verra aussi sur Motorland. Ça donne envie en tout cas. Toi Alexis, t'étais où récemment ? Moi, j'étais en vacances récemment. Ça c'est un bon programme Dans le aussi. sud. Et par contre, le week-end prochain, je serai, ce week-end à la Sunday Ride classique aussi. Ok. Et alors toi Mehdi ? Des vacances comme Alexis, Ouais, c'est pas mal non plus. entre-temps, petit essai de Norden, Explorer, ça va être sympa, ça arrive bientôt sur la chaîne, et puis d'autres surprises aussi. Bon, ça donne envie tout ça. Au sommaire de cette émission aujourd'hui, évidemment, on va commencer par les news. On parlera ensuite sport avec Alexis parce qu'il y a plein de choses à débriefer ensemble. Et il y aura un gros sujet, je pense, qui va vraiment vous intéresser. Tadam, le gros sujet, ce sera les motos chinoises. Je sais que ça fait beaucoup débat, mais en tout cas, nous, on avait vraiment envie d'en parler avec vous. Bref, Station Service épisode 5, c'est parti. Et allez, on commence avec les actus. Et c'est toi, Mehdi, qui commence. Tu vas nous parler des ZFE, Ouais. zone à faible émission. Zone à faible émission, tout à fait. Vous n'êtes pas sans savoir que 43 communes françaises doivent justement passer en ZFE d'ici 2028. Donc ça veut dire qu'on va commencer justement à mettre des restrictions au niveau de la circulation par rapport aux vignettes critères. Voilà. Donc on en parle beaucoup dans l'actualité en ce moment parce qu'il s'est passé quelque chose. C'est l'association 40 millions d'automobilistes qui a mis un recours en justice. On voit derrière toutes les villes. Voilà, on voit toutes les villes justement soumises à ces prochaines ZFE. Et alors ce qui est très intéressant, comme je disais, c'est que 40 millions d'automobilistes viennent de déposer un recours à Rouen par rapport à la ZFE de Rouen pour démontrer qu'elle était illégale. Et avec leurs arguments, ils pensent justement pouvoir décliner la chose sur toutes les zones justement en France. Illégale pourquoi ? Parce que ça porte un frein à la libre circulation. Et il reste ce problème majeur qui est aujourd'hui, pour avoir une voiture critère 1, ça demande un certain investissement que tous les gens ne peuvent pas faire. A priori, sur les 43 ZFE, il y aurait quand même 9 millions d'automobilistes qui seraient concernés. Si on fait un petit rapport par rapport à la moto, généralement c'est un rapport de 1 à 8. On peut dire qu'on aurait 1 million de motards qui seraient également concernés. Donc on attend vraiment la décision de ce tribunal à Rouen pour savoir justement si ces ZFE sont légales ou pas. Ça et ça pourrait pourra nous faire aider dans les autres jurisprudence. En même temps, le gouvernement lance en ce moment une sorte de consultation pour savoir justement quels seraient les freins pour les gens à la ZFE. C'est peut-être un petit peu tard quand même, c'est lancé depuis 2013 cette histoire. Oui. Et puis quel intérêt aujourd'hui de dire qu'on n'est pas d'accord, à part pour les gens qui mettent en place la ZFE d'avoir des argumentaires pour contrer les idées reçues de ceux qui y sont opposés. C'est tout ça le problème. Donc voilà, on est vraiment sur une période instable rapport à ces ZFE. La dernière info sur les ZFE, c'est que le coordinateur national qui s'appelle Édouard Manini, qui avait été justement mis en place au 1er janvier, vient de démissionner. Donc il n'envoie pas un super signal non plus par rapport à ça. Voilà, à mon avis, c'est super complexe à mettre en place. Il y a toute une bronca qui monte, d'autant plus en ce moment où on se bat pour d'autres choses au niveau légal. On va parler des retraites et tout ça. Donc je pense que voilà, À suivre, ZFE, quoi. on n'a pas. À suivre, mais ça peut bouger, donc Tout tout à n'est fait. pas perdu sur les ZFE. Merci Mehdi. Christophe, Oui. toi, tu vas nous parler de la sortie en concession du mois et je crois qu'il y a pas mal de gens qui l'attendent celle-ci. Oui, alors là, c'est pas très compliqué. En fait, la sortie concession du mois, c'est la nouvelle Honda Transalp. Elle va arriver dans les concessions du réseau Honda aux alentours du 10 mai, donc c'est très bientôt. Et donc, il va y avoir évidemment beaucoup de motos mises en démo au sein du réseau Honda, aussi bien en version A qu'en version A2. Il y a plein de concessionnaires qui vont avoir les deux, en fait. Et puis, bah voilà, donc la moto Il y a eu va beaucoup de arriver. précommandes. Voilà, il y a eu beaucoup de précommandes. C'est une moto qui est très attendue par le marché. Donc, Tu sais, Voilà. ça va être quoi comme volume cette année? Eux, ils misent sur combien chez Honda? ils misent
ils misent sur un volume de plusieurs milliers d'unités. Sur la Hornet, ils étaient partis à 7000, ils sont redescendus à 5000. Sur la Transalp, ils étaient partis à 5000, finalement, ils vont peut-être le revoir à la hausse. Ah, d'accord. Donc, voilà, la Transalp, c'est le blockbuster, on va dire, un peu du mois qui arrive en concession. C'est ton essai, ça, Christophe? C'était bien? C'était bien. On pouvait revoir l'essai sur Motor Live. Bah oui, faut inviter les gens à aller voir l'essai s'ils sont curieux, et puis après, comme ça, ils vont l'essayer en concession, ils ont déjà toutes les infos. Pourquoi pas, c'est important. Bon, il y a une autre rubrique que j'aime bien chez toi, Christophe, c'est le chiffre du mois. Oui. Et cette fois-ci, il est un petit peu en rapport avec notre gros dossier. Alors, absolument. Le chiffre du mois, en fait, c'est relatif au marché chinois. En fait, si on reprend les chiffres consolidés de 2022, parce que là, le début de l'année est un peu particulier, il y avait des retards aussi d'arrivée des motos en concession, etc. Mais si on reprend le chiffre de 2022, eh bien, en fait, le marché de la moto chinoise représente à peu près 7,7% du marché global français. Voilà. Donc, alors ça prend en compte les vraies marques. On en reparlera tout à l'heure. Vraies marques chinoises. Ouais, on abordera tout ça dans notre gros et dossier. les marques qui sont, par exemple, des européennes, mais fabriquées en Chine. Mais voilà, 7,7%, à peu près 15 528 unités pour les 125 et plus. On prend pas en compte dans ce chiffre de 7,7% les cyclomoteurs et les électriques, c'est encore à part. Donc, en fait, ce chiffre pourrait être plus gros. Merci Christophe pour ce petit point avec les chiffres clés qu'on aime beaucoup. On a déjà hâte d'aller dans le gros dossier pour parler justement des motos chinoises. Mais avant tout ça, je vous propose qu'on fasse un petit débrief sport avec Alexis Delis. Alexis, un petit point sport, parce qu'il y a pas mal de courses depuis le début de la saison là en MotoGP. Grand Prix d'Espagne, retour en Europe, alors pas exactement, puisque exceptionnellement on a commencé la saison à Portimao. Jerez, beaucoup de monde, ça fait plaisir de voir tous ces fans qui étaient là aussi d'ailleurs pour Dani Pedrosa, je profite pour en parler, qui a fait un super week-end, qui était wildcard, bientôt 38 ans. C'était sympa de revoir Dani. Sa première séance d'essai. Super chrono. P1 de la première séance d'essai et 6e et 7e en course, donc joli. Les grandes lignes, je vais essayer d'être concis de ce Grand Prix. Francesco Bagnaia qui se rassure, on se rappelle, il avait fait 2 grosses bourdes, une en Argentine, une aux États-Unis. C'est lui le plus rapide depuis le début de la saison, il avait besoin de confirmer. Voilà, il fait 2e de la course sprint, il gagne le dimanche. Donc là, Pecco, plus que jamais, leader du championnat et grosse prise de confiance avant le Grand Prix de France. Et puis le deuxième enseignement de ce week-end, c'est les KTM qui ne cessent de monter en puissance depuis le début de saison. Double podium le dimanche avec Brad Binder et Jack Miller. Grosse performance des KTM qui sont un peu la surprise de cette année. Les essais hivernaux, ils étaient nulle part. Et là, ils sont vraiment devant. En fait, toutes les marques européennes sont devant les Japonais. Aprilia, Ducati, KTM, donc grosse performance. On va parler aussi de Fabio. Week-end très compliqué pour Fabio, qui a été en difficulté tout le week-end et qui en plus n'a pas eu de chance. Donc il se qualifie mal, il part loin. Il s'accroche avec Miguel Oliveira le dimanche dans la course. Il est pénalisé, il doit faire un long lap. Ça a fait beaucoup de débats sur le fait cette décision de la direction de course. Bref, il fait 2 longs laps au final parce que il mord dans le verre sur le premier long lap. Il s'accroche quand même, il finit 10e, mais voilà, pour le titre, ça va être compliqué pour Fabio cette année. Et on sait pourquoi c'est compliqué pour lui cette année? C'est difficile à dire, il a eu des mois assez durs avec Yamaha, on sent qu'il est un petit peu perdu. Il a des problèmes un petit peu tous les week-ends. Non, la moto, je pense que techniquement c'est compliqué, ils ont besoin de retrouver une base de réglage, je pense, saine. Voilà, week-end compliqué pour Fabio. Il y a que 2 Yamaha. Il y a que 2 Yamaha, donc c'est pas facile pour les donner. D'autant que Morbidelli, on se souvient, il avait fait un super week-end en Argentine. Il est rentré dans le rang. Un petit mot de Johan aussi, qui lui est plutôt bien depuis le début de l'année. Là en course, c'était pas mal aussi, et puis malheureusement une petite perte de l'avant, alors qui s'accrochait au groupe des leaders. Il pouvait peut-être faire un podium en fin de course. Bon, dommage pour Johan. Un petit mot du Moto 2, Sam Loves. Il est pas tombé. Et ben Sam Loves, il est pas tombé, Christophe. Il gagne, il avait pas gagné depuis 2021. Donc voilà, un petit. Par contre, depuis il est tombé. J'allais dire, il a pas fini de course depuis 2021. Non, ça fait plaisir de revoir Sam Loves aux avant-postes. Il gagne devant Pedro Acosta, qui lui prend la tête du championnat et est le favori pour le titre. Et puis en Moto 3, c'est Ivan Ortola qui gagne sa 2e course d'affilée. On le connaît pas trop, c'est sa 2e saison, mais un petit nom à retenir. Bon, le prochain rendez-vous, c'est au Mans.
Prochain rendez-vous au Mans, ça sera le 1000e Grand Prix de l'histoire du MotoGP. Claude Michy a glissé un petit billet pour que ça se passe comme ça avec le calendrier. Va y avoir beaucoup de monde. Peut-être qu'on passera la barre des 110 000 personnes. Et puis, pour conclure sur ma rubrique, le lundi, il y avait des essais à Jerez et je suis curieux d'avoir votre avis puisqu'on a retesté des systèmes radio pour communiquer avec les pilotes. Ça. Alors, ça avait déjà été testé à Misano, notamment avec Stéphane Bradl. Ça n'avait pas convaincu les pilotes. C'est compliqué d'entendre, d'avoir des messages et en même temps de rester concentré sur son pilotage. Mais c'est quelque chose qui pourrait vraiment arriver prochainement, comme ce qui se fait un peu en F1. Alors pour l'instant, c'est dans un seul sens. D'ailleurs, j'en profite aussi pour dire aux gens qui nous regardent, vous pouvez aussi laisser en commentaire votre avis, nous donner votre avis, savoir si vous seriez pour ou contre. Ouais. Je pense que ça pourrait être super intéressant, rien que pour la télévision. Aussi pour les infos, évidemment d'avoir les échanges. T'es déconcentré, c'est pas. Alors, ce sera un doublon du dashboard parce qu'ils ont déjà des infos. Bien sûr. Ça sera en plus. Tu communiquerais directement avec ton ingé, etc. Alors pour l'instant, l'idée c'est pour la sécurité, c'est-à-dire que c'est pour pouvoir prévenir les pilotes d'un danger immédiat. Et il y aurait des zones définies automatiquement, c'est-à-dire qu'on préviendrait le pilote, par exemple, dans la ligne droite, pour pas trop le déconcentrer dans un virage. Mais vous, quand vous faites vos essais, vous parlez, et pourtant vous roulez en même temps que vous êtes. Ah ouais, mais alors, c'est pas le MotoGP. C'est pas le même niveau. Mais en soi, c'est quelque chose qui peut être fait à partir du moment où tu commences à avoir un bon niveau. Je pense que c'est un entraînement. Moi, j'ai été réfractaire au cardio pendant des années parce que je trouvais que ça me gênait justement quand je conduisais. Quand je conduis, Intercom. Intercom de base. Oui, je dis cardio, j'aurais pu dire une autre marque, mais non, je suis pas vraiment pour. Moi, j'ai cette année, en essai avec Raphaël, qui est derrière, qui est en train de nous filmer, je m'enregistrais ma voix et dans une portion de virage en Bourgogne, j'ai tiré tout droit parce que j'étais en train d'enregistrer. C'est pas grave. Mais c'est parce que je suis pas une fille, je peux pas faire deux choses en même temps. Ah bah non, c'est pour ça. Il y a que les femmes. Sur ce que tu dis, Christophe, à propos des filles, l'année prochaine, on aura un championnat du monde féminin. Ça, c'est super. En vitesse pour la première fois de l'histoire. C'est organisé par qui ? C'est organisé par la Dorna et la FIM. C'est bien, je suis ça sera en même temps que les courses du World Superbike. C'est une nouvelle du week-end. Ouais. Ça va s'appeler comment, tu sais ? Championnat du monde. Ouais, elle est un peu à l'instar de la F1, quoi. Ouais. La F1 qui a mis en place un championnat pour les femmes. En fait, ça existe déjà dans la moto pour le trial, pour l'enduro et pour le motocross. Et ça n'existait pas en vitesse. Donc voilà. Motocross, super, c'est une super bonne nouvelle, moi je trouve. Ambassadrice un peu de motocross féminin. Bon, merci pour ce petit débrief sport. On pourra en parler des heures évidemment parce qu'on est tous passionnés ici, sur Alexis. Mais je vous propose maintenant qu'on passe à la rubrique coup de vue. Mehdi, tu nous fais un petit point sur ce qu'il y a dans le domaine de l'électrique. Ouais, petit point électrique. Je voulais juste dire, Alexis, tu as donné rendez-vous au Mans. La compétition Moto E commencera au Mans avec des Ducati cette année. Ça aussi, c'est un rendez-vous important pour les électriques. Voilà. J'ai hâte de les voir rouler, moi d'ailleurs. Ouais, moi j'ai hâte de les voir. On les a vus rouler en vidéo, mais de les voir justement se battre et se mesurer, ça va être très intéressant. Moi, petite rubrique électrique que j'ai coupée en deux parties. Je vous présente une petite nouveauté tout d'abord. Allez, on y va. On est chez Colibri Tech. Vous allez voir, c'est très rigolo. Colibri Tech. Là, c'est le modèle M22. C'est de la moto électrique roumaine. Alors là, ils font des motos, les Roumains. Les Roumains font des motos, notamment ce monsieur qui s'appelle Petr Georgescu. Excusez-moi si j'ai écorché votre nom. C'est vendu avec une raclette pour faire les pare-brises. Oh, comme il est médisant. Mais dis donc. Mais si tu peux pas dire ça, il peut pas dire ça. C'était trop facile. Là, c'est intéressant, c'est qu'on a la première moto électrique pliable. Jusque-là, on avait quelques scooters qu'on avait déjà vus par le passé. Xor, ça te parle ou pas? Tu te rappelles pas d'un truc qu'on avait fait à Xor d'ici. Elle a été facile celle-là, Christophe. Il y en a quelques-unes. On a vu aussi le e-Fellow qui ressemble à un motocompo. Donc c'est un truc qu'on peut mettre dans le coffre de sa voiture. Mais sur une moto, c'était pas encore arrivé. C'est possible en retirant les batteries. Je dis les batteries parce qu'il y a possibilité de mettre 3 batteries pour arriver à 200 km d'autonomie. Ça, c'est la promesse sur le papier. Je te sens sceptique. Tu as raison. Juste le design minimaliste, je trouve que ça ressemble quand même beaucoup à une cake. Ça ressemble pas mal à une cake. Oui. Et donc, tu peux la plier. Une fois pliée, les dimensions, c'est quand même 90 cm sur 1m30. En fait, c'est comme si tu essayais de plier un elliptique, tu vois. Je serais curieuse qu'on fasse ce genre de produit ici, qu'on essaie de la plier, tiens. Moi, j'aimerais bien, de toute façon, si on la teste, on va tout tester. Autonomie, aspect pratique. Et voilà, je trouvais ça rigolo. Alexis, il a déjà plié une moto à Carole, mais ça n'a rien à voir. Elle est électrique. Plié une moto à Carole. Bon, là, ça rentre dans un ascenseur. Maintenant.
C'est ça l'idée, et c'est que c'est quand même pas non plus super cher. C'est-à-dire que ça peut commencer à 2799 $ si on prend juste avec une batterie, et si on prend les 3 batteries, on monte quasiment à 5000 $. Bon là, on est cher, mais on a les 200 km d'autonomie. Ouais, voilà. C'est pas du proto. Le proto, c'était en 2021. Là, c'est la série définitive. Ça arrive sur le marché d'ici l'été 2023. Ça, c'était la première chose. La seconde chose, dans ma petite rubrique électrique, je voulais vous parler un petit peu du phénomène qui se passe en Chine. Et la question que vous allez me poser, c'est pourquoi tous les scooters 50 sont des scooters chinois? Les électriques qu'on a aujourd'hui en France. Ils roulent tous avec ça? Ils roulent tous avec ça. En fait, là-bas, il s'est passé quelque chose depuis 2013. Le gouvernement a pris conscience qu'il y avait un vrai problème justement dans les agglomérations chinoises par rapport à la circulation des thermiques. Donc, on s'est mis à développer énormément d'électriques. Donc, on s'est mis à développer, le gouvernement a un petit peu forcé quelque part pour éclaircir le ciel chinois dans ces grandes agglomérations. Et ça marche plutôt pas mal parce qu'aujourd'hui, en Chine, on fait du scooter équivalent 50 cm3 dans la majeure partie parce que ça correspond justement à leurs règles de circulation, à leurs besoins. Et au niveau de l'autonomie, c'est pas des autonomies délirantes, c'est des autonomies qui se concentrent entre 50 et 100 km. Mais voilà, au final, on a des produits là-bas qui coûtent à peu près 350 €. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, la progression de ces véhicules électriques en Chine, elle est de 5% par an, alors que les thermiques, eux, décroissent de 9% par an. Donc, les courbes vont se croiser. Hein. Les courbes vont se croiser. Si ce n'est déjà fait. Vous savez combien ils vendent de véhicules de 2 roues en Chine tous les ans? On est entre 25 et 30 millions d'unités. Ah oui, voilà. Bon, voilà. Donc voilà, c'est assez impressionnant. Donc nous aujourd'hui, rapporté au marché français, rapporté au marché français, c'est peanuts. Mais bon, les prix pratiqués sur le marché français n'ont rien à voir. Oui. Là-bas, c'est vraiment pour satisfaire un besoin de mobilité immédiat et rapide. Souvent, ils ont des petits paniers devant. Enfin bref. Et nous, on a des belles marques en France aujourd'hui qui sont un peu issus de cette production. Je pense à Nu, je pense à Orcal, je pense à tous ces petits modèles-là. Il y a plein de grandes marques, hein, il y a des Yadea, enfin voilà, c'était un petit topo de ce marché du 50 électrique. Merci Mehdi, franchement c'est toujours hyper intéressant. Comme vous le savez, on a aussi une rubrique équipement. C'est parti. Christophe, tu nous as ramené quoi cette fois-ci comme équipement? Alors, un équipement de printemps en fait. Hein. Voilà, tiens, tu peux passer aux garçons ou un de chacun. Donc un équipement de printemps puisqu'il s'agit des nouveaux gants 5 Stunt Evo 2. Alors 5 Stunt, c'est le gant qui a permis à la marque 5 surtout de bien grimper sur tous les marchés. Je referai pas. Ah, c'est pas ta taille. C'est pile ma taille, c'est gentil Christophe. Oui, voilà. J'aime bien, je les aime bien. Ils sont déjà en test sur motostation.com. C'est facile. Vous pouvez aller lire le test. C'est léger. Donc gants de printemps. L'idée de ces 5 Stunt Evo 2, en fait c'est comme le premier, donc c'est de faire un gant comme un gant cross, mais pour la route ou pour la ville. Voilà. Donc très sport, très roadster. Parce qu'il est un peu plus épais quand même. Et puis, en fait, ils ont une innovation qui fait que ils se sont rapprochés du domaine du casque, c'est-à-dire que les protections que vous voyez ici, Ergo Protect au-dessus, en fait, c'est comme dans le milieu du casque, c'est-à-dire qu'ils sont faits en fonction de la taille du gant. Donc c'est la première fois qu'on fait des protections de gants qui sont différenciés, quoi. C'est-à-dire que du S au M, tu as une taille de protection adapté, et au-dessus, tu as une autre taille de protection. Voilà. Donc ce sont des gants évidemment pas étanches, hein, c'est des gants d'été pour avoir un super feeling des commandes, moi j'adore. Hein. Le prix de ces gants? Et puis alors les gants, ça commence en tissu à 89 €, en cuir comme ça c'est 109 € et tout ventilé c'est 94. C'est prix assez élevé puisque de toute façon Five c'est plutôt que du haut de gamme, hein. Marque française, 100% française, Five qui ne fabrique que du gant. Mais ça reste en lien quand même avec notre dossier puisque ils sont made in China, c'est fabriqué en Chine. Comme de toute façon, je vous invite, chers lecteurs, à faire une tournée des boutiques, regardez les étiquettes à l'intérieur des gants, et vous allez voir que de toute façon, toutes les marques, c'est écrit Made in China. Non, il n'y a pas Pakistan aussi. Oui. Ouais. Bon, Bangladesh aussi parfois. Voilà. Justement, on parle de notre gros dossier. Moi, je crois qu'on a trouvé un super casque sur Internet. Oui, alors ça, c'est un peu une recommandation. On est aussi lanceur d'alerte ici. Oui, bien sûr. Non, c'était une petite blague d'introduction. C'est le casque que vous voyez derrière. En fait, ça peut être attractif, surtout si vous débutez la moto et que vous comprenez pas un peu l'importance des marques, etc. Vous voulez un beau jet à rail, SZ Ram 3, vous regardez sur Google, vous tapez les mots-clés, SZ Ram 3, vous pouvez vous retrouver sur ce type de site qui va vous proposer un casque à rail à 8,90 €. Si vous allez jusqu'au bout de la commande, ça va vous coûter à peu près 16-20 € suivant les frais de port.
Mais c'est des miniatures, c'est pas possible. Sauf que vous l'aurez en blanc, vous l'aurez pas en couleur. En couleur, ça augmente encore un peu le prix. Mais enfin, de toute façon, on est très loin. C'est peut-être ça se trouve, c'est des miniatures en fait. On est très loin en fait du prix d'un vrai casque qui est de 540 €. Bah oui, bien sûr. Un peu un Arai, un SZ Ram 3, ça vaut à peu près 540 €. Bon, évidemment. Il y a le logo CE. Voilà, la contrefaçon du logo CE, parce que vous pouvez trouver un logo CE à l'intérieur du casque, mais c'est pas CE pour communauté européenne, c'est China Export. En fait, on joue sur la distance entre les lettres C et E. Et voilà, c'est comme ça. Et vous vous retrouvez avec une contrefaçon de casque, mais en termes de protection, on n'y est pas du tout. Donc, il faut faire attention à ce qu'on achète sur Internet quand même. Ouais. Voilà. Bah, merci Christophe. D'un côté, nous, ça nous a un peu fait rire à la rédac, et d'un côté, on s'est aussi dit, ah ouais, quand même, c'est dangereux. C'est dangereux en fait, parce que si tu tombes là-dessus, que tu prends pas les mesures du truc et que tu fais pas attention, ça peut être. Dernière précision, il va bientôt y avoir apparemment des airbags made in China à moins de 80 €. Là. Ouais. Non. Là, ça va être chaud. Non, là, ça commence à être chaud. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe à notre gros dossier spécial moto chinoise. Et il va y avoir pas mal de trucs à dire. C'est parti. Bon, maintenant, on passe à notre gros dossier spécial moto chinoise. Et je sais que c'est un sujet un peu compliqué et parfois un peu touchy quand même, parce que ça peut amener à débat. Ici, nous, on n'est pas là forcément pour débattre là-dessus, mais on est plutôt là pour vous amener des conseils et des informations pour vous aider à choisir au mieux dans cette catégorie de moto. Et justement, pour ce gros dossier, on a la chance d'avoir Bruno Muller. Merci Bruno d'être avec nous. Très heureux d'être parmi vous. Merci, Bruno, juste pour te présenter en quelques mots, tu as été directeur commercial de plein de marques, de Piaggio, de Peugeot Scooter, de Zero Motorcycle. Tu as aussi été responsable de secteur chez Yamaha et chef de vente chez Yamaha. Donc bref, un gros palmarès. Donc tu vas pouvoir répondre à toutes nos questions. Et Mehdi, il en a déjà plein pour toi. Ah bon ? Dire, mais Sacré CV. Hein. Et du coup, tu t'es aussi occupé de marques chinoises. Donc tu vas vraiment pouvoir nous amener ton expérience et peut-être ton expertise là-dessus. Je pense que c'est hyper important dans ce dossier qui, parfois, est, je le rappelle, assez compliqué. Pour commencer déjà, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde le sondage qu'on a fait sur Motostation pour voir un peu ce que vous en avez pensé. En fait, on avait tout simplement envie d'avoir votre avis. Christophe, tu nous débriefes un peu ce sondage ? Oui, alors ce sondage, en fait, on a mis un sondage en ligne donc il y a une semaine qui a récolté un peu plus de 4500 votants. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est un peu moins bon que nos sondages précédents, mais c'est quand même une moyenne haute, donc c'est plutôt bien. Au début, pour moi, je ne suis pas client et ils ont bien progressé, je m'y intéresse, était vraiment au coude à coude pendant 2-3 jours, donc c'était vraiment collé. Ensuite, pour moi, c'est non, je ne suis pas client, c'est détaché. Aujourd'hui, il termine en tête. Mais si on regarde bien, entre ils ont bien progressé, je m'y intéresse et j'ai déjà sauté le pas, j'ai acheté une moto, un scooter chinois, si on ajoute les 25 et 8%, c'est quand même pas ridicule du tout. Ouais. Et ce qui m'interpelle, c'est le jeu manque de recul, je les connais pas assez. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aimeraient en savoir. Ça veut dire qu'il y a aussi des gens qui manquent de connaissances sur le sujet et qui manquent d'informations. Donc il y a encore de la progression à faire. Et puis il y a des gens aussi, c'est très clivant qu'on voit, qui vont être quand même assez difficiles à convaincre. Une réaction, Bruno, non ? Oui, une réaction très rapide, là, mais c'est vrai que c'est très intéressant, surtout d'avoir l'avis de clients, d'utilisateurs. Et ce que l'on constate effectivement, c'est que beaucoup ne connaissent pas ces produits et qu'il est intéressant d'une part d'en parler, et je vous remercie beaucoup de cette invitation, mais aussi de démontrer que ces produits sont tout à fait satisfaisants. Il y a un travail d'explication aussi à faire parce que parfois tu as aussi une façon de penser sur les produits chinois en général et du coup il y a un peu un travail d'explication pour parler de toutes ces marques. Mais justement, ce que je vous propose, c'est de regarder le petit micro-trottoir qu'on est allé faire avec Victor il y a quelques jours. Quentin, vous en pensez quoi des motos chinoises, vous ? Alors je connais pas bien parce que j'en ai pas vraiment vu et j'ai aucune idée des marques qui peuvent exister. Pour moi, ils sont beaucoup sur le quantitatif, forcément, parce qu'on commande beaucoup chinois finalement et il n'y a pas beaucoup de choses qui sont made in France, on va pas se le cacher. Donc à ce moment-là, ouais, pourquoi pas. Mais pour toi, la Chine c'est beaucoup de quantité, donc moins de qualité. C'est ça. Moi, je pense que il y a des bons rapports qualité-prix. Je pense que les gens sont un peu méfiants à la base, de prime abord. Et pour avoir expérimenté un scooter, pour le coup un Kymco, en fait, j'ai été surpris par la qualité du truc. Ça peut demander un peu plus d'entretien aussi, parce qu'il y a des pièces qui cassent peut-être un peu plus facilement. Mais à la longue, en fait, ça tient la route. Mais en termes de qualité, honnêtement, enfin qualité-prix, je pense qu'on y est, quoi. Il y a quelques années, moi, c'était pas trop mon truc. Sincèrement, moi, je faisais plutôt confiance aux marques japonaises ou européennes. Il y a quand même eu un énorme bond en avant dans la qualité, je trouve, de fabrication. Et j'ai eu l'occasion récemment d'essayer quelques motos fabriquées en Chine. T'as essayé quoi ?
En 125, j'avais essayé des Orcal. Suite, il y avait des Bullet. Et honnêtement, elles m'ont plutôt surpris. Que ce soit en termes de confort, d'agrément de conduite ou même de sécurité. Je me dis, ouais, est-ce que les matériaux sont bien ou pas, voilà. Et en plus, ils prennent de plus en plus de composants européens en plus dans leur conception. Pour savoir un peu comment les gens se situent autour de ce dossier des motos chinoises. Mais Mehdi, explique-nous, il y a différentes marques, il y a des marques françaises qui Ce qu'il faut bien voir, voilà, c'est le produit chinois aujourd'hui, c'est pas qu'un produit 100% chinois en marque propre, comme tu peux avoir QG Motor, comme tu peux avoir CF Moto, comme tu peux avoir Vosges ou Zontes par exemple. T'as ces marques-là, c'est peut-être celles qui rendent les gens le plus sceptiques, je sais pas. Aujourd'hui, même si ça se développe quand même, ça change un petit peu. Les marques purement chinoises. Les marques purement chinoises. Okay, mais dans leur stratégie, on en parlera certainement avec Bruno, à un moment donné, pour entrer sur les marchés européens, ils ont plutôt racheté des vieilles marques, des marques qui étaient mortes, ou alors des marques qui avaient disparu de la circulation, beaucoup chez les Italiens. Je pense à SWM, je pense à... Il y en a plein, les Motomorini, les Benelli. Les Benelli, exactement, c'est Kyongjong qui est derrière Benelli. Et à côté de ça, la troisième catégorie, mais qui concerne vraiment une catégorie de produits spécifiques, ce sont des marques françaises qui ont créé, ce sont des Français qui ont créé des marques, ou des Européens qui ont créé des marques qui font fabriquer 100% en Chine. Par exemple, Mash, avec le regretté Fred Fourgeau, on s'accrochait parfois où lui nous disait, bah non, mes motos, elles sont françaises, ma marque est française. Oui, sauf que la fabrication est justement faite là-bas. Mais il y en a plein d'autres comme ça. Il y a Orcal, il y a Brixton, qui est une marque autrichienne, mais qui fabrique aussi là-bas. Je vais pas toutes vous les donner. Il y en a pléthore. Voilà. Donc l'offre aujourd'hui, elle représente plutôt ça. Mais je pense que dans l'évolution, Bruno, toi, tu mettrais quoi comme catégorie? Enfin, à quel moment avant ça, j'aimerais savoir quand est-ce que c'est arrivé sur notre marché. Les Chinois ont vraiment commencé à arriver sur notre marché européen dans les années 2000, 2010. Là où ils sont vraiment implantés avec, comme le disait Mehdi, des accords de collaboration, que ce soit avec Peugeot ou que ce soit avec les marques italiennes dont tu parlais, Benelli. Sauf que maintenant, ils arrivent véritablement en tant que marque, en tant que constructeur, en nom propre, avec des produits extrêmement performants. Oui, c'est ça la question. Parce que est-ce qu'il y a une grosse différence quand c'est une marque française qui fait fabriquer en Chine ou alors avec le produit purement chinois? Est-ce qu'on a des grosses différences de performance et de fiabilité? Non, pas trop. Ce qui est important, c'est de voir que les Chinois se sont développés au niveau de leur technologie. Je prendrai un cas comme CF Moto, bien évidemment, que je connais très bien. Ils ont commencé à développer leur propre motorisation. Ensuite, on développé leurs produits dans le quad comme dans la moto. Et dans le quad, c'est un très bel exemple puisqu'ils sont numéro 1 en France. Et ils ont vraiment su comprendre les marchés et surtout s'intéresser au marché européen pour proposer les produits qui correspondent aux attentes de leurs clients. Pourquoi c'est à mauvaise réputation, les motos chinoises? Voilà, là j'aimerais bien qu'on rentre dans ce dossier. Voilà, c'est une très belle question, mais c'est en montrant des exemples comme les pneus dont vous parliez ou le casque à rail dont vous avez parlé. Ça, ce sont les mauvais exemples. Mais on oublie les très bons exemples aussi, comme les iPhones qui sont fabriqués en Chine ou d'autres produits qui sont fabriqués en Chine. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'un constructeur chinois puisse commencer avec sa technologie, qui est tout aussi bonne que les autres, que ce soit des marques européennes ou américaines ou japonaises, arrive à démontrer à ses utilisateurs que le produit correspond à leurs attentes et tout aussi fiable. Je crois que il n'y a plus de questions à se poser sur la fiabilité des marques chinoises comme Zontes, CF Moto, Benelli, Motomorini. Aujourd'hui. Parfois, ils ont des garanties qui sont plus longues que chez certains constructeurs classiques. Ou alors, parfois, ils ont choisi d'augmenter leur garantie. CF Moto, sur certains modèles, là, ils sont passés à 5 ans. Voilà, mais je crois que c'est du marketing. C'est pour faire quoi? C'est vraiment je rebondis sur votre sondage, qui est un élément extrêmement intéressant, je dirais, pour discuter de ça. C'est que beaucoup de clients ne connaissent pas ces produits chinois. Et donc, si on ne connaît pas, on n'a pas envie d'acheter. Il y a des intentions, mais de là à faire le chèque pour acheter ce produit, il y a une grande difficulté. Et là, on se lance dans la communication et dans le marketing. Excuse-moi Bruno, ce que je voulais dire aussi, c'est que on oublie une dimension politique également. On a un problème avec la Chine. On a un problème avec... C'est mal vu. C'est mal vu. Alors,
il faudrait remonter, je ne sais pas si on va remonter très très loin dans le temps, mais il y a toutes ces alliances, il y a ce positionnement, il y a finalement Chine-Russie. C'est un peu un faux problème parce que, comme tu le dis, on a tous un iPhone qui est fabriqué là-bas, ça ne nous pose aucun problème. Aucun problème. Donc c'est sur les produits affichés de marque chinoise. Par rapport à l'iPhone, est-ce que la pomme, elle n'est pas américaine quand même? Si, elle est très américaine au niveau image. Ah, mais l'iPhone, mais tes vêtements, tout ce que tu achètes. Mais un Huawei, t'achètes plus facilement un iPhone qu'un Huawei. Parce qu'en plus, tu dis que Huawei, tu dois être surveillé par le gouvernement, il y a un truc comme ça. Mais permettez-moi, Mehdi, ou même de faire ce parallèle avec les motos japonaises il y a quelques années. Ah, ça c'est intéressant. C'est-à-dire que quand les Japonais sont arrivés dans les années 60, on se posait quand même beaucoup de questions sur leur fiabilité, sur leur performance, sur la disponibilité des pièces détachées. Et toutes les marques japonaises ont fait un énorme travail de construction de réseau, de développement d'images, pour arriver à démontrer que ces produits-là étaient tout à fait... alors, au début, les motos japonaises, c'était beaucoup des copies des moteurs anglais. C'est ce que j'allais dire. Mais tout à fait. Au début, ils copiaient quand même de la Triumph ou de la Norton. Mais sauf que très vite, ils se sont démarqués au niveau de la qualité et de la performance. Je pense que c'est l'esprit aussi de copier. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est ça. Copier. Alors, des Japonais dans les années 80. Copie. C'est-à-dire qu'il apprend petit, non pas un alphabet, mais des signes à répéter, à copier. Et c'est vrai que la Chine s'est développée par ses copies. Aujourd'hui, la Chine se développe par de la création, par des designs, par des spécificités qui sont des fois européennes, puisque certaines marques, dont CF Moto, disposent de studios de recherche en Europe, bien sûr. Pour pouvoir, encore une fois, satisfaire une des clientèles les plus exigeantes au monde, qui est la clientèle européenne. Cela dit, on comprend qu'ils copient parfois parce que quand ils font selon leur propre goût, il y a parfois des choses qui sont un petit peu discutables. Ça dépend des constructeurs. C'est-à-dire que il y en a quelques-uns. Un constructeur comme Zontes qui a fait oui, tout à fait. Force par le développement du marché mondial de ces Cube ou Moto 125 que l'on peut voir un peu partout, et qui s'est dit aujourd'hui, j'ai d'abord une passion, parce que le patron de Zontes est un homme passionné, on en parlait tout à l'heure dans l'importance de la passion dans leur développement, qui a aujourd'hui développé sa propre technologie en 125, en 350, arriveront plus tard des moteurs de grosse cylindrée, ça c'est une certitude, multicylindres, mais on s'aperçoit qu'ils arrêtent de copier, ils commencent à faire des choses par eux-mêmes. C'est à partir de ce moment-là où peut-être la mentalité par rapport aux motos chinoises a changé. Va changer à partir du moment où tout un travail de communication, à travers la compétition ou à travers la performance de leur réseau, parce que c'est important d'arriver à convaincre le client que ce produit-là est aussi bon. D'où l'importance, pour certains, de démontrer qu'il faut lever les obstacles, lever les freins, et la garantie en est une. Donc proposer une garantie plus longue permet à ces constructeurs chinois de dire « nos produits sont fiables et nous nous engageons à vous démontrer cette fiabilité ». Toi, Christophe, je me permets juste, Christophe, tu disais qu'il y a un frein quand même, c'est au niveau de la revente. Oui, dans l'esprit des gens. Oui, mais si justement tu arrives à changer l'état d'esprit, même déjà des gens qui ont envie de l'acheter, même dans la revente, ça changera, non? Bien sûr, c'est exactement ça. Il faut déjà commencer à il faut travailler l'acheteur déjà. Pousser la porte d'une concession. D'ailleurs. Exactement, donc avoir des produits attrayants. Mais quand on regarde un produit comme la 450 SR, comme la MT800, on n'a pas honte, ou une Zontes, on n'a pas honte de ces produits, ou une Benelli, ou une Motomori. Il y a des gens qui ont déjà été séduits, surtout par le marché 125 quand même. C'est vrai que ça a commencé quand même par là. Ça a commencé par le marché 125, une belle image, etc. Les gens étaient quand même séduits. Même du point de vue industriel, ils sont commencés par des petits moteurs. Etc. On se pose plus de questions aujourd'hui sur une marque comme Kimco, qui a commencé avec ses... Ouais, alors ils sont taïwanais. Oui, ils sont taïwanais, tout à fait. Le climat géopolitique entre Taïwan et la Chine, c'est chaud. Tout à fait, mais ils sont arrivés avec des produits qui étaient plutôt des copies et qui sont arrivés en masse, qui ont arrivé à démontrer que la performance d'un constructeur hors japonais ou hors européen pouvait être performant. Après, c'est une chose d'acheter une petite cylindrée chinoise ça ne s'adresse pas à la même et de commencer à mettre plus d'argent dans une mission. Et encore, tu parles de faible coût, je trouve que les tarifs ont augmenté progressivement. La moto chinoise n'est plus aussi accessible qu'elle l'était au départ, même si sa qualité a augmenté. Tout dépend du produit dont on parle. Une vraie moto chinoise, destinée à un marché mondial ou européen, a des prix de constructeurs européens ou japonais presque. Presque, parce que évidemment en Chine le coût de fabrication est moindre. Mais ce n'est pas non plus une volonté de ces constructeurs-là d'arriver avec des produits low cost. Le low cost chinois
Il reste en Chine? Disparaît. Disparaît, n'existe pas. Toi, tu sais, Bruno, si avec les constructeurs avec lesquels tu as travaillé, que il y a des chaînes d'assemblage qui restent en Chine et des chaînes d'assemblage pour l'export? Non, principalement, les chaînes de montage sont les mêmes, mais les outils de production ont fortement progressé. Parce que les attentes, comme je le disais, d'un client européen exigeant devient aussi exigeant dans d'autres nations. Donc tous les produits évoluent. Mais je crois qu'il faut bien démontrer, d'une part, leur rapidité d'arriver à se mettre dans les exigences de leurs clients. Ils ont progressé d'une façon extraordinaire. C'est vrai. Encore une fois, je me permets de parler de marques que je connais mieux comme Zontes ou CF Moto, mais on peut prendre l'exemple de Benelli qui arrive maintenant à être numéro 1 du marché moto en Benelli, Italie. Marque qui a été rachetée par QJ. Okay. Ce sont des produits chinois. Et aujourd'hui, un Italien n'est pas plus bête qu'un client français et vice-versa. Et aujourd'hui, la première moto en Italie est une Benelli. Bon, aujourd'hui, du coup, on peut acheter avec confiance un produit chinois. Je crois. Enfin, j'ai effectivement cet avis-là parce que ce sont vraiment des motos qui répondent aux exigences, excusez-moi de le répéter, d'un client européen, d'un motard européen. Alors c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui au niveau image de faire passer une moto chinoise. Bah, c'est vrai que si tu vas faire un tour avec tes copains et que tu dis et que tu parles de moto, souvent si tu dis que tu as une moto chinoise, franchement, c'est pas très bien vu. Mais ça évolue très vite. Ça évolue très vite parce qu'il y a quelques années, on l'a fait cette émission aussi sur les motos chinoises et là je vois bien qu'aujourd'hui en 3 ans, ça a pas complètement changé mais ça a beaucoup évolué. Ce qui est fantastique, c'est la collaboration entre deux marques totalement différentes comme KTM et CF Moto, on en parle. Ça a été une jolie aventure, ça a été une création en peu d'années aujourd'hui d'un vrai constructeur. Ces constructeurs peuvent arriver à collaborer, à produire de la meilleure façon qui soit, ensemble, et développer parallèlement deux marques totalement distinctes. Ouais, j'ai une question qui me brûle les lèvres. C'est une histoire de confiance. En fait, toi Bruno qui as bossé dans plein de boîtes avec des Japonais, des Italiens, comment tu... Alors, on va pas rentrer dans le cliché, mais est-ce que tu peux qualifier l'industriel chinois par rapport à ses concurrents? Est-ce qu'il y a un trait de caractère qui ressort? Est-ce qu'il y a quelque chose est-ce qu'on a raison de les craindre? De les craindre, non. Moi, je dirais mais de savoir qu'ils vont faire partie de notre marché. Oui, ça c'est une certitude. Un Chinois, pour travailler avec lui, c'est très facile. C'est très facile parce qu'il écoute, parce qu'il s'intéresse et parce qu'il veut être bon. À partir de ce moment-là, si tes arguments sont bons, il va t'écouter et il va suivre cette voie, même si peut-être des objectifs ou des obligations industrielles feront qu'ils n'arriveront pas à faire ce que tu souhaites véritablement, mais ils écoutent pour être performants sur les marchés. Alors moi la question que j'ai aussi, c'est que on a vu tout à l'heure avec Mehdi le volume incroyable du marché chinois, qui est très élevé, avec des petites cylindrées et tout ça. Et ils acceptent donc de fabriquer quand même des motos parfois très chères, parce que pour l'Europe, c'est des motos beaucoup plus chères, mais finalement avec des volumes très faibles, et ça les dérange pas? Il y a des marges. Pas pour l'instant. C'est-à-dire que ils ont des perspectives de développement importantes, que ce soit sur leur marché intérieur ou que ce soit sur leurs marchés mondiaux. Aujourd'hui, les Chinois s'intéressent peut-être un peu plus au marché européen qu'à leur propre marché. D'accord. Et CF Moto en est un exemple. Ils ont développé une gamme de quad et de SSV fantastique, alors que ces produits ne sont pas destinés à leurs marchés locaux. Ah oui. Donc, ils ont une volonté de se développer au niveau mondial. Et ils y mettent les moyens. On parle beaucoup de ces marques justement, mais on les a pas encore abordées. Et souvent, on nous demande des petites recommandations quand même. Alors, c'est peut-être un peu le moment de donner notre avis. Ouais. On n'a pas forcément eu tous ici l'occasion d'en tester. C'est vrai, on va pas vous mentir, mais on peut vous donner quand même quelques avis. Toi, Christophe, si tu devais en recommander une. Alors moi, j'ai fait appel à mon cher Victor derrière pour placarder. En fait, je vais réagir en acheteur. Moi, quand j'achète une moto, souvent, je me dis, tiens, j'achète cette moto, comment je vais la revendre? Eh bien, aujourd'hui, si j'achète une moto 100% chinoise, je sais pas comment je vais la revendre. Comment tu vas la vendre? Je regarde sur le bon coin, je suis pas convaincu. Donc, valeur refuge, j'achète japonais. Ouais. Voilà. Majoritairement. Pour le moment. Je réagis comme ça. Toi, Mehdi? Moi, les motos, comme je les casse et que je les revends pas, donc j'ai tout à fait un avis différent. Non, pas du tout. Moi, il y a des segments sur lesquels, alors moi, on me traite souvent de revendeur de produits chinois. Alors, je voulais déjà dire que pas du tout. Je garde mon par objectivité la Chine, voilà. Et je vous apporte plutôt de l'information objective sur tous les produits que j'essaye. Voilà, ça, c'était le petit laïus de Mehdi.
Mais juste pour dire qu'il y a 2 machines que j'ai envie de recommander. On parlait de Zontes tout à l'heure, du fait qu'il fabrique plein de choses. Il y a un modèle 125 que j'apprécie particulièrement, c'est la Scrambler 125 que notre ami Ben a emmené aux 4 coins de la France avec son réservoir de 20 litres et sa consommation de moineaux. Il l'a éprouvé plus que jamais. Il est parti avec Diana aussi en Corse où ils se sont fait des road trips à 2. Voilà, moi je trouve que c'est une bécane en plus qui a un tarif intéressant. Je l'avais relevé tout à l'heure. On est en dessous des 4000 balles, ça c'est sûr. On est exactement à 3690, ça commence. Cette petite Zontes de 15 chevaux. Ça c'était ma première recommandation. Et comme toi tu recommandes rien, j'en fais une deuxième. Et la seconde c'était la Vosges. Tu prends mon tour. C'était la Vosges. Tu parlais de Longines tout à l'heure en compétition. Vosges, c'est Longines en fait. Et pour moi, voilà, c'est cette DS 500X, concurrente parfaite d'une Honda CB500X. Absolument. Sauf que, alors Honda c'est très très bien, cette Honda fabriquée en Thaïlande. C'est quoi la différence En Thaïlande. Sauf que je trouve que le moteur plus sympa, un petit peu plus caractériel. Moi j'ai passé mon permis sur un CB500, ça m'a un peu rappelé, enfin pas complètement, mais avec un petit peu plus de caractère, moins lisse que chez Honda. Et puis il y a le prix. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous la prenez toute équipée, vous êtes à 200 € de moins que la CB500X. Donc ça commence à 6495 €, alors que chez Honda, on a 7399 €. Il reste encore 900 € de différence. Pour s'équiper, par exemple. Pour s'équiper, voilà. Sur une moto qui, a priori, est plutôt fiable. On a des confrères MJ qui l'ont éprouvé sur 15 000 bornes. Ils ont fait un test long. Mais c'est ce qui fait aussi la différence. Est-ce que c'est aussi pour ça que les clients peuvent se diriger vers des motos chinoises pour le prix et la performance? Pas seulement. Je veux dire que le prix a une importance, bien sûr, mais aujourd'hui, si une marque comme Zontes est rentrée dans le top 20 des constructeurs en France, où CF Moto est en train d'améliorer son score de jour en jour avec ses motos, c'est pas simplement le prix. Non, parce que le prix ne suffit plus, surtout dans une réflexion de reprise, une réflexion de long terme. Par exemple. Oui, enfin, si une Vosges 500 coûte à l'euro près le même prix qu'une Honda, ça va être quand même compliqué de vendre une Vosges. Mais ce qui est important, Christophe, tu vois, par rapport à ton manque d'avis, si je puis dire, c'est d'aller essayer une moto chinoise. Bien sûr. Oui, je pense. Mais vraiment de l'essayer, de te rendre compte. Toi, Alexis, t'en as essayé ou pas? J'en ai pas essayé, mais après je serais curieux d'essayer la 450 SR. Ah oui. Ouais. On a entendu pas mal parler de celle-là. Donc elle a l'air sympa. Ouais. On va la voir en compétition, elle, tôt ou tard. Ouais, mais quelle compétition? Peut-être une coupe de marque. Ouais, elle a une cylindrée, ouais. Justement, vu qu'ils essayent un peu de changer leur image, est-ce que ce ne serait pas important pour eux, pour ces constructeurs, d'être un peu plus présents en compétition sportive? Tout à fait, et ils le font depuis quelques années déjà, et encore plus cette année-là. Et justement, Alexis, tu peux nous faire un petit débrief des constructeurs chinois qui sont présents en compétition? C'est un petit peu particulier. On va attaquer tout de suite avec ce qui se passe en Grand Prix, parce que oui, les Chinois sont en Grand Prix, mais évidemment pas avec leur propre matériel. Je pense par exemple à CF Moto, qui est présent sur les carénages du team Pristel GP en Moto 3. Alors, c'est une KTM, et on le sait, CF Moto a des liens avec KTM, fabrique des motos pour KTM en Asie, etc. Donc, ils ont un accord avec le groupe Pierreur, en fait. KTM est coutumier du fait. Par exemple, les Husqvarna en Moto 3 sont des KTM, les Gaz en Moto GP ou en Moto 2 sont des KTM. Et donc, les CF Moto également. Même processus pour QJ Motor, on le sait, aussi gros constructeur chinois qui fait beaucoup de volume. Eux, ils sont en Moto 2 au travers du team Grésini. Donc voilà, c'est une Calex du team Grésini. Mais avec un moteur Triumph. Avec un moteur Triumph. Et marqué QJ Motor. Voilà. Après, on a aussi, on va parler de Cove, ou Cove, je sais pas comment on dit, je crois que qui est là, présent en super sport. Alors eux, c'est les seuls, on voit à l'image, à être vraiment présents avec leur matériel, avec la Cove 321R, et ils ont fait les choses bien avec un pilote chinois. Alors, je vais m'y risquer. Le pilote, c'est Cheng Jungji Zhu, qui roule donc en championnat du monde Super Sport 300. Alors, il n'y a eu qu'une manche pour l'instant à Assen. Il était assez loin niveau chrono. Mais voilà, c'est intéressant de voir cette Cove en vitesse. Alors c'est une vraie Cove, ils sont motoristes, donc c'est leur moteur. C'est de A à Z, c'est leur moto. Et puis Cove, ils sont aussi présents en rallye. Ça fait plusieurs années qu'ils font le Dakar. Là aussi avec une moto 100% maison. Et c'est performant. Et c'est plutôt performant. Alors ils n'ont pas de pilote de pointe, donc c'est compliqué d'estimer. Mais en tout cas, c'est fiable. C'est fiable. Les 3 motos étaient à l'arrivée cette année du Dakar. Dakar, c'est pas mal les gens. Donc c'est pas mal. Très belle performance de Cove. Ça ressemble un peu à une Honda, non? Sur du extrême. Ils s'inspirent de ce que font les autres constructeurs. Mais pas au niveau du prix. J'ai vu que c'était 3 fois moins cher. J'imagine que c'est moins cher. J'ai pas de prix en tête.
Mais en tout cas, il pousse fort sur le rallye dans toutes les disciplines en fait. Alors moi j'ai discuté avec le directeur général, enfin le patron vraiment de COV au Salon de Milan. Il est hyper fan de moto, il arrêtait pas d'essuyer sa moto de rallye au Salon de Milan. Il est vraiment fan de rallye raid et tout ça. Donc c'est un vrai passionné. Ils s'investissent quoi. Oui, ils s'investissent. Il y a d'autres marques dont tu voulais nous Il y a parler? une marque de pneus que vous connaissez certainement pas, King Tire. Qui était présent aux 24 heures moto. Ça fait plusieurs années qu'ils sont présents en endurance avec le petit team Full Gas Racing Team. Cette marque de pneus, voilà, qui est pas distribuée en France à ma connaissance. J'en sais rien. Sur Internet, tu dois pouvoir les trouver. On peut certainement les acheter sur Internet, mais en tout cas, ils développent la compétition et ils sont pas ridicules. Bien sûr, c'est une petite équipe, mais ils sont pas à 15 secondes des chronos. Donc ces pneus, ils marchent bien, même si Christophe, tu me disais que... Ouais, il y a des légendes urbaines de paddock qui dit que la nuit, s'ils roulent plus avec les King Tire. Voilà, si les conditions sont un peu fraîches... Légende de paddock. Mais voilà, cette marque qui cherche aussi à s'implanter manifestement au travers de la compétition. Et puis on va parler de marques qui sont plus là, mais qui ont quand même fait les grandes heures, notamment des grands prix. C'est Lonsin, par exemple. Oui. On a eu des pilotes français qui ont roulé sur Lonsin. Alexis Masbou, Jules Cluzel à l'image. C'est l'époque fin de l'ère 125. Alors cette moto, elle a jamais été très fiable, jamais été très performante, mais quand même, voilà, ils sont investis avec leur propre moto en Grand Prix. Ils ont fait quelques courses intéressantes. Et puis je termine, après je vous embête plus, par Zhongchen. On s'en souvient de Zhongchen en endurance, avec le regretté Bruno Bonwil. Ouais. Voilà, un titre aussi au début des années 2000 en endurance. Ils ont gagné le Mans, non? Ils ont gagné. Ils ont les 24 heures moto. Ils ont fait podium aux 24 heures moto, c'est sûr. J'en sais rien, faudra. Mais avec Bruno Bonwil, bien sûr. J'aimerais bien. Voilà. En résumé, ils ont quand même leur place dans le domaine du sport moto et ils ont quand même un peu de fiabilité et la performance. En tout cas, je pense qu'ils vont être de plus en plus présents dans les années à venir. Et pourquoi pas avec leur propre matériel, CF Moto, QJ, ils pourraient arriver un jour avec leur propre moto. Ouais. Merci Alexis pour ce petit débrief, toujours hyper intéressant d'en savoir un peu plus. Merci les gars pour toutes ces infos, franchement c'était hyper intéressant et c'est pas encore terminé avec ce gros dossier. On passe tout de suite à la prépa du mois. La prépa du mois, elle est juste derrière toi, Mehdi. Ouais, c'est pas vraiment la prépa du non, mois. mais parce bon. que d'habitude, on a des trucs un peu transformés. On va plutôt dire l'équipé du mois. L'équipé sauvage. L'équipé sauvage. C'est intéressant parce que Bruno, CF Moto, alors là, on est typiquement dans la joint venture dont parlait Bruno avec KTM, vu que Inside, c'est justement un bicylindre KTM de 790 cm3. On a la 800 MT chez CF Moto. Et là, je vais remercier la concession Esquad de Villejuste, Guillaume et particulièrement Étienne qui nous a ramené cette petite machine. Là, on a finalement quelque chose qui est prêt pour aller faire le test. Tu sais, ces fameuses traces que tu as tout en Europe, un peu partout dans le monde. TET. Le TET, voilà, le fameux T qui est un truc un petit peu extrême. En gros, on est parti de la 800 MT et là-dessus, la première chose que tu vois, c'est qu'on est en T cassé. On a mis de la bulle haute, on a mis une petite peinture un petit peu sapin. On a toute une bagagerie derrière assez conséquente pour pouvoir traverser la terre entière. Ce que je trouve intéressant, moi, aujourd'hui, c'est que, on pourrait le faire avec une chinoise, il n'y a pas de problème. Parce que finalement, tu vois, pour le package, la moto seule, c'est le modèle Touring, donc on est à 11 990 €. Là, tout équipé, avec les crash bars et tout, on est à 14 185 €. Ah ouais, c'est 14 000 balles. Moi, je vois pas vraiment d'équivalence sur nos européennes, c'est sur des japonaises. C'est l'équivalent de quoi déjà? De quelle moto? Une 750 GS? 850 GS? Oui. 850 GS, moi je mettrais en Qui serait grâce. un budget à peu près 6 000. Alors, si plus tu de la 15. même config. Plus de 15, ouais, Allez, plus de 15 de base, mais avec c'est les bon, équipements et tout, c'est 16-17. 16-17. Ah Donc ouais, elle est c'est vraiment plutôt du 16-17. moins cher équipée celle-ci. Ouais, tout à fait. Avec le petit truc où tu dis c'est quand même une catoche parce qu'il y a le moteur. Alors je dis pas que c'est mieux, je dis juste que c'est rassurant pour les Européens et les derniers sceptiques dont on parlait tout à l'heure. Et par rapport à justement une 790 Adventure, niveau tarif, on est... Il y a un gap quand même de à peu près presque 2 000 € quand même. Alors que la fabrication, maintenant c'est un modèle qui commence à être connu. Ça fait 1 an et demi qu'on le roule. J'ai quelques confrères qui l'ont aussi en prêt longue durée dans la presse. La fabrication, le toucher. Ce qu'ils ont revu aussi, parce qu'ils ont fait une mise à jour il y a pas très longtemps, dont on a parlé d'ailleurs sur la chaîne Motor Live. Théo est allé justement chez CF la faire en direct. Mise à jour parce qu'il y avait des petits problèmes d'ingé.
Donc ils ont corrigé ça d'injection exactement. Ils ont corrigé ça et ils l'ont plutôt bien corrigé. Donc voilà, moi je trouve ça quand même super intéressant. Un avis là-dessus. Très belle moto. Très belle moto. Tu prêches un converti vu qu'il a travaillé pour. Mais là, le fait que la moto elle était revue au niveau de son ride by wire. Parce qu'avec Euro 5 c'est un peu difficile. Tout à fait. Donc ça montre quoi? Ça montre que qu'ils sont réactifs. La réactivité, c'est ce que j'allais dire. Je crois qu'aujourd'hui, un constructeur chinois, SCF Moto en particulier, ne peut pas se permettre de mettre sur le marché un produit qui ne correspond pas et qui ne marche pas. Aujourd'hui, aucun problème. On va leur pardonner moins le moindre défaut aux Chinois qu'aux Oui. autres. Tout à fait. Ouais, c'est ce qui va se passer. Il y a une vidéo sur Motor Live, apparemment. Oh, il y a une vidéo d'essai tout à fait sur la 800 MT, pas cette version-là, mais vous retrouvez l'essai complet sur Motor Live. Vous devez retrouver aussi ton essai complet sur la chaîne. Il y a eu un essai. En tout cas, vous l'avez validé en termes de look, etc. Ouais, elle est bien équipée, elle est jolie. C'est une vraie tendance en plus au niveau de cette définition de produit. C'est un package simple. Et c'est bien seul ou à deux. Tu vois, souvent, des petites cylindrées, dès que t'es à deux, t'es un petit peu trop light. Les grosses, c'est un peu plus dur à gérer. Moi, je trouve que c'est quand même une c'est une grosse Suisse. Elle est valorisante. Tu parlais de la TRK tout à l'heure. Si je pense que la TRK a fait un si grand succès, la Benelli en Italie aussi, c'est par sa taille. Une grosse moto, quoi. Elle est très valorisante, quoi. Et elle s'appelle Benelli. Et elle s'appelle Benelli. Là, la CF Moto, elle est sympa. En plus, on voit qu'avec les accessoires qu'on peut trouver un peu partout en catalogue, que ce soit les crash bars, le kit déco, les accessoires ça c'est français, hein, le kit déco c'est français, c'est Cutback, les accessoires SW Motec, voilà, en fait, du chat derrière aussi. Voilà, on peut se faire une moto à la carte hyper bien équipée, quoi. Non, mais on a été hyper complet et dense sur cette émission. Ouh là là, j'espère qu'on vous a donné toutes les infos que vous souhaitiez. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas répondu au sondage, n'hésitez pas à nous dire sous la vidéo si vous avez déjà acheté une moto chinoise, si peut-être vous allez être tenté suite à notre émission. Ou peut-être que ce sera jamais fait pour vous, on sait jamais. Enfin, nous, on aime bien savoir ce que vous en pensez, qui nous regarde, c'est toujours hyper intéressant. Merci les garçons, c'était enrichissant. Merci Bruno d'être venu et d'avoir donné toutes ces informations. C'est toujours plaisir d'avoir un professionnel, ça éclaircit certaines choses. C'est hyper important pour nous. Si je peux vous apporter quelque chose, c'est parfait. Et je crois que les motos chinoises ont un bel avenir, en fait, franchement. On verra. Ça va. À essayer. On fera une autre émission dans 3 ans. Avec on aura tout essayé. Et on pourra peut-être plus donner notre avis. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, qu'on a répondu à toutes les questions que vous vous posiez, ou du moins si on n'a pas encore tout répondu, n'hésitez pas à vous laisser un commentaire. Vous nous dites ce que vous avez aimé, vous nous dites ce dont vous voulez qu'on parle, peut-être dans la prochaine émission. Bref, en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. À bientôt.